La santé au travail concerne tout le monde. Et pourtant, on en parle peu. On a tort. Sa prise en charge nous coûte très cher. Les maladies professionnelles, les accidents du travail ou sur le trajet pour s'y rendre touchent chaque année près de 1 million de personnes en France. Une fortune à l'échelle de l'Europe. Chaque pays de l'Union y consacre entre 3 et 4% de son PIB. Mais voilà qu'en plus des maladies et accidents, un mal nouveau est apparu depuis quelques années. On le résume d'un mot, la souffrance. Selon l'Institut de veille sanitaire, en France, 1/4 des hommes et 1/3 des femmes souffrent de détresse psychique liée à leur travail. Tous les secteurs d'activité, toutes les professions sont touchées. Désormais, au bureau comme à l'usine, la santé est devenue un problème grave et ruineux. L'hôpital de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, la préfecture du département le plus riche de France. En 1997, la psychologue et psychanalyste Marie Peuzé a ouvert la toute première consultation spécialisée dans les souffrances au travail. Depuis, 23 autres unités similaires se sont ouvertes dans les grandes villes de France. Elles sont toutes débordées. Oui, bonjour Madame Peuzé à l'appareil. J'aurais voulu obtenir le service médical, le service du contrôle médical, s'il vous plaît. C'est pour une patiente, j'avais eu le médecin conseil, il devait accepter une pension d'invalidité première catégorie et elle vient de recevoir un refus il y a quelques jours. Ça ne sert pas à grand chose qu'on la soigne dans un contexte pareil, hein, vous vous en doutez. Merci beaucoup, au revoir. Affaire à suivre. Grâce à cette consultation, un réseau relie désormais des dizaines de professionnels de la santé, des inspecteurs du travail et des avocats dans les Hauts-de-Seine. Plus de 9000 patients sont déjà passés dans le bureau de Marie Peuzé. Cette année, elle en a reçu 900. D'accord, n'oublie pas là, de mettre le numéro de sécu en haut. Speedy Gonzalez, on repart dans l'autre sens. Dans le couloir, des cadres supérieurs, des ouvriers, des managers ou des employés. Les uns cassés, les autres blessés. Tous psychologiquement fragilisés, envoyés ici sur prescription des médecins du travail, débordés par ce mal. Ici, tout commence par l'écoute. C'est important le travail pour vous? Oh oui, bien sûr que c'est important parce que ça m'épanouit. C'est le contact. Je ne suis pas quelqu'un qui reste enfermé. Je ne suis pas quelqu'un qui reste... je ne suis pas inactive. J'aime être utile dans la société, voilà. Donc c'est une joie en retour de voir que les clients et les patrons sont satisfaits. Même si je n'ai rien, même si je n'ai pas de reconnaissance au bout, mais moi, je suis contente et je suis fière. Ça, c'est la reconnaissance, le regard des clients sur vous, oui, et le fait que... oui, voilà, ça, c'est une reconnaissance. Oui, tout à fait. Beaucoup plus que même l'argent, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de moi. À part le travail, hein. Ça n'avait rien à voir avec le travail que je faisais, mais des clients qui venaient, qui pouvaient me parler leur vie, qui pouvaient être à mon contact et que j'étais cet outil de les aider. Et ça, c'était important. Donc,
Véronique Muloko était caissière dans un hypermarché et y a passé 7 années sereine. Elle y trouvait un sens à sa vie. Jusqu'au jour où apparurent ses douleurs au bras droit, qui, en quelques mois, devinrent insupportables. C'était le coude. Voilà, c'était là. C'était là. Tout ce que je soulevais, ça tirait, ça... C'était que je fasse quelque chose, que je ne fasse rien. C'était là constamment. Et là, j'ai vu que non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, j'ai été voir consulter le médecin. Véronique Muloko est victime de ce mal en pleine explosion, les TMS, troubles musculo-squelettiques, qui touchent en France un salarié sur 8. Un mal qui représente 7 millions de journées de travail perdues chaque année et coûte plus de 710 millions d'euros à la sécurité sociale. Ce qui a poussé le ministère du Travail à lancer cette campagne de sensibilisation. L'apparition des troubles musculo-squelettiques ne doit rien au hasard. La course à la productivité et les nouvelles technologies ont transformé la nature même du travail dans nombre de métiers. Le travail d'une caissière consistait à prendre un produit, vérifier son prix, l'enregistrer dans la caisse et le déposer plus loin. Maintenant, les caissières ne font plus qu'un geste, présenter un code-barre devant un rayon laser. C'est 3 fois plus rapide. Mais désormais, une caissière soulève en moyenne 1 tonne par heure. On retrouve le même phénomène à la chaîne ou devant son ordinateur. Le cumul des contraintes de productivité et des contraintes commerciales finit souvent par casser l'individu. C'est jamais bon pour une articulation, ni pour les ligaments, ni pour les tendons. Tous les stands que vous avez fait dans le casino, vous étiez dans travailler beaucoup, travailler vite, travailler très bien, de manière parfaite. Bon, et c'était beaucoup servir. Donc c'était cette zone-là qui était un peu trop mobilisée. Hein. Donc vous avez dû s'en vous apercevoir aussi. Pour épargner un tout petit peu, fausser votre mouvement et donc travailler avec une épaule un peu plus contractée. Avec le bras un peu plus près du corps. Voilà. Et donc, ça a aussi abîmé la mécanique de l'épaule. C'est vrai. Oui, bonjour Madame Peuzet, hôpital de Nanterre. Je me permets de vous appeler parce que nous suivons une patiente qui se trouve actuellement dans de très grandes difficultés et dans une grande précarité. Elle va être licenciée de son emploi. On vient de supprimer ses indemnités journalières à la sécurité sociale et donc elle va se retrouver sans revenus. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place en urgence chez vous pour l'aider financièrement ? Ok, merci beaucoup de votre gentillesse et de votre accueil. Merci, au revoir. La vie de Véronique Muloko a basculé, sans accident ni virus. Elle est malade de son travail. Voilà. Heureusement que mon bras gauche m'aide beaucoup. Je fais doucement, je prends mon temps et les 2 bras, voilà. Ils s'entraident les 2 bras de toute façon. Ils s'entraident. Les invalidités liées au travail excluent des centaines de milliers de personnes de la vie active et provoquent l'effondrement des revenus. La famille entière, conjoints, parents, enfants, se retrouve dans des situations inextricables. Il n'y a pas de remède miracle aux troubles musculo-squelettiques. C'est un mal de l'usure. Lorsque l'usure est trop profonde, on ne peut plus rien faire. Les victimes sont placées hors circuit et après plusieurs mois d'attente confiées à un psy, le dernier à pouvoir soulager l'individu. Une prise en charge salutaire, mais qui résout quoi ? Le problème, c'est que les troubles musculo-squelettiques ne sont que la partie visible d'un phénomène beaucoup plus insidieux. Madame Belladri a travaillé 30 ans dans une usine de produits cosmétiques. Ouvrière, elle était postée à la chaîne de rouge à lèvres jusqu'au jour où pour elle tout a basculé. Un médecin du travail l'envoie chez Marie Peuzet. Bon, on arrivait, c'était des pintes de pâte qui étaient coulées comme du beurre. Bon, on coupait avec la main, avec une spatule en inox, puis bon, on mettait dans des cocottes.
Et on faisait chauffer à 80 degrés. Et par la suite, bon, il y avait un jet où on remplissait des moules qui étaient démontables. Bon, c'est que ça fait, on les démontait, on les essuyait avec de la silicone. Puis bon, bah, on mettait 3 bases, on les fermait. Puis après, on les remettait sur une table refroidie. Bon, bah, on les laisse pendant 10 minutes à refroidir. Et après, sur une plaque avec de la gaz carbonique. Et après, bon, bah, une fois qu'ils sont bien froids, ils sont tout blancs, on prenait un thermomètre et on prenait la température. Et il fallait que ça descende jusqu'à -3. Et quand ça descendait à -3, c'est que ça fait là, on pouvait démouler les rouges. On retirait la première plaque, puis après, on commençait à piquer les rouges à lèvres. Puis on les enlève un par un. On contrôlait l'aspect du rouge, qu'il n'y avait pas trop, qu'il n'y avait pas des rayures, on appelle ça les saucissons, qu'ils étaient bien aérés. Et après, on les mettait sur chaîne, puis la personne derrière est contrôlée, puis met les étiquettes. Et la suivante, elle mettait les capots et il les rangeait dans les cartons. Et quelle ambiance il y avait dans l'atelier? C'était super, c'était une famille. Ouais. Ah, c'était une famille. On faisait des repas entre nous, on partageait tout ce qu'il y a à manger. Quand on avait même un seul pain au chocolat, on était 5, on le partageait à 5. Parce que le travail, il était pénible. Mais en sachant qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous aident, c'était pas spécialement que moi, c'était même leurs copines à côté, leurs collègues. S'ils étaient fatigués, vous avez des cloques au niveau des mains parce que moi, c'était manuellement. Ils s'échangeaient entre elles et laissaient jamais une personne souffrir. Puis la société elle était achetée par des Américains. Et là, c'est devenu vraiment la catastrophe parce que là, c'était vraiment marche ou crève. Et de 44 personnes, ils ont commencé à partir à la retraite. Et les personnes qui partaient à la retraite, ils n'ont jamais été remplacées. Et quand il y avait un coup de bourre, comme il disait, c'est que ça fait prendre des intérimaires pour pouvoir survenir aux tâches qu'il fallait. Mais sinon, on continuait à travailler avec les personnes qui étaient là. Voilà. Vous fabriquiez combien de pièces au début? Oh là là, au début, quand je suis arrivée, on faisait un test avec 350 à l'heure. Bon, et à la fin? Il fallait faire 1200 à l'heure. La première cause des souffrances au travail se trouve là, dans les nouvelles organisations du travail qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. Faire passer des travailleurs de 350 pièces à 1200 à l'heure, c'est comme accélérer l'image de cette femme par 4. Le résultat, c'est ça. Le douleur, c'est où? C'est au niveau de mes bras, mes épaules, jusqu'à la nuque et ça descend jusqu'au bas de dos. Et les deux côtés. Et des deux côtés? Les deux côtés. Vous avez toujours un traitement médical? Ah oui. Qu'est-ce que vous prenez actuellement? En cas de douleur forte, la morphine. La morphine. Ouais, la morphine. Et ça vous est arrivé à nouveau d'en avoir besoin? Ah oui. Ah oui. Ouais. Là, comme là, ça fait 2 jours, c'est une souffrance terrible là. Le Bureau international du travail classe la France au 3e rang mondial de la productivité du travail horaire, juste derrière la Norvège et les États-Unis. C'est un exploit qu'on n'affiche pas, puisqu'au pays du travailler plus pour gagner plus, il est de bon ton de dire que la valeur travail a disparu. N'empêche, ce record de productivité horaire a un coût exorbitant. 10% des hommes sont sous dépendance de l'alcool pour une cause directement liée au travail. On sait par ailleurs que 8% des salariés, surtout des femmes, prennent des psychotropes uniquement pour tenir le coup au travail. Notre société l'admet, sans broncher, comme s'il s'agissait du prix à payer pour ne pas perdre la compétition mondiale. Mais faut-il s'étonner que désormais, tant de gens perdent leur vie à force de tout faire pour la gagner? Dans le bureau de Marie Peuzé, Marie-Claude, cadre supérieur dans une entreprise d'import-export. Comment voulez-vous faire 17% de plus chaque année, hein? Quand déjà l'année précédente vous y êtes arrivé, vous êtes content, mais pendant tous les ans comme ça devient aberrant. Donc qu'est-ce qu'ils font les groupes? Ils n'arrêtent pas d'acheter des sociétés. Donc vous achetez des sociétés, ils rachètent des sociétés en Amérique, en Irlande, en Angleterre, un peu de partout. Et vous, chaque fois au niveau administratif, pas au niveau commercial, au niveau administratif, vous avez une masse de dossiers, de produits nouveaux à connaître.
qui ne sont pas du tout présentés de la même manière que les vôtres. Alors il faut tout essayer de standardiser, de normaliser, mais on ne vous met pas entre parenthèses pendant que vous avez ça à faire. Vous avez ça à faire en plus de votre job habituel. Donc, on licencie beaucoup de personnes quand il y a des restructurations et quand il y a des fusions, quand il y a des rachats. Il y a une partie des personnes qui sont donc licenciées et il y en a quelques-unes que l'on garde. J'étais toute seule dans toute la structure à faire mon job. Personne d'autre ne savait le faire. Et en fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de mettre quelqu'un à côté de moi, on m'a fini par mettre quelqu'un au-dessus de moi. Tout d'un coup, c'était négatif, il fallait me contrôler, je perdais du temps, je faisais mal mon travail, etc. On m'a retiré des responsabilités, des tâches que je faisais. Et comme mon patron avait une attitude de plus en plus dure, de plus en plus exigeante, un regard de plus en plus insatisfait à mon égard, je me sentais un zéro, un néant, plus rien. Et je me suis dit, bon, le seul moyen d'en finir, c'est de trouver un moyen imparable. Donc j'ai cherché ce moyen-là. Se jeter sous un train, pas de face, mais perpendiculaire au train et juste quand il arrive. Et puis un jour, vraiment, j'étais très très mal. Je suis allée à pied le plus proche de chez moi et j'ai attendu le train. Il n'est pas venu, c'est tout. Il n'est pas venu, c'est tout. Je suis repartie en me disant je reviendrai. C'est pas difficile, je reviendrai. Le suicide lié au travail est l'expression la plus extrême des nouvelles souffrances. Une étude réalisée en Basse-Normandie auprès des médecins du travail conclut que, rapporté à l'échelle nationale, chaque jour, un salarié met fin à ses jours, chez lui ou au travail, pour une souffrance directement causée par l'exercice de son métier. 3 à 400 morts par an. Et encore, les spécialistes pensent cette estimation très minorée. Quand une enquête est ordonnée, la honte et le déni des collègues étouffent souvent la vérité. Comme dans les affaires de violence conjugale, quand la vie quotidienne est devenue un enfer, mais que chacun préfère encaisser plutôt que reconnaître la violence. Un suicide par jour, c'est un chiffre à rapprocher des millions de salariés touchés par les troubles musculo-squelettiques et des millions d'autres qui noient leur stress à coups de somnifères ou d'alcool. Cette réalité s'étale sous nos yeux et beaucoup d'entre nous restent sceptiques parce que les processus qui aboutissent à ces souffrances sont longs, diffus et apparemment subjectifs. On se dit souvent, pourquoi certains sont-ils touchés et pas les autres ? Puisque tout le monde vit la même réalité en entreprise, n'est-ce pas d'abord une question de fragilité individuelle, forcément plus complexe ? Pour comprendre ce processus, nous avons cherché une histoire toute simple. Le problème, c'est que de toute façon, depuis le départ, je vous ai appelé plusieurs fois, je ne comprends pas ce que vous voulez. Nous l'avons trouvé ici, au Conseil des prud'hommes de Nanterre, au hasard des audiences qui s'enchaînaient. Monsieur Nicolas, Mademoiselle Jessie. Personne n'est là, deuxième appel. Dans ce tribunal du droit du travail, les conflits et les souffrances s'expriment publiquement avec des mots. Et ça, c'est mon souci. Qu'est-ce que je dois faire pour faire exécuter? Parce que je sois payé, c'est évident. Salariés et employeurs y règlent leurs comptes. C'est violent, pénible, mais révélateur. Ah bah oui, une première atout. Mesdames, si vous voulez discuter, vous avez toute la place à l'extérieur, mais pas ici. Hein. Vous gênez l'audience. Depuis 20 ans, le nombre d'affaires a été multiplié par 3. Un salarié sur 4 a passé ou passera un jour la porte de ces conseils pour faire face à 4 juges civils, 2 représentants du patronat, 2 représentants des salariés. Il va bien l'affaire ?
Madame Nguyen Ki-Hong. Présent, j'attends mon avocat. Ce matin-là, 5 femmes s'étaient donné rendez-vous. 5 caissières d'un supermarché du nord de la Défense, licenciées les unes après les autres. Elles venaient soutenir leur collègue Kim, la première à voir son dossier traité au prud'homme. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, que se passe-t-il ce 13 octobre 2007, date qui est la date de rupture du contrat de travail de Madame Nguyen? Il se passe la chose suivante, l'agent de sécurité l'interpelle et l'accuse de vol. Madame Nguyen a été surprise par le vigile avec des produits non payés, pas grand-chose en réalité, 3 paquets de chewing-gum, dans ses effets personnels, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le point de vente sans en avoir réglé le prix. Madame Nguyen, curieusement, se voit accusée de vol de 2 paquets de chewing-gum ou de 3, encore une fois, on ne sait pas. Après 19 ans d'ancienneté, sans aucun incident, et on se demande pourquoi est-ce qu'il lui serait venu aujourd'hui à l'idée de dérober ces paquets de chewing-gum. Cette accusation fausse est une manœuvre récurrente. D'autres salariés ont eu à se plaindre des mêmes accusations et de ces mêmes fichus étuis de chewing-gum qu'ils retrouvent de manière extraordinaire dans leur sac. Alors là, le mode opératoire devient récurrent et effectivement, on se débarrasse systématiquement du salarié en mettant des étuis de chewing-gum. C'est la marque de fabrique d'Intermarché, vraisemblablement. On met des étuis de chewing-gum. De son point de vue, quel était l'intérêt des directions à recourir à ce type de manœuvre? C'est parce qu'il y a une politique tout à fait particulière au sein de l'Intermarché d'Asnières, à savoir que les délégués syndicaux qui commencent à bien s'entendre avec les salariés, ça c'est tout à fait sanctionné. Madame a eu le malheur de voter au premier tour, il était interdit aux salariés de voter au premier tour. Elle l'a cependant fait, 3 mois plus tard, elle était licenciée pour faute grave. Ça a été reconnu. Et il y a eu pléthore de licenciements, monsieur le conseiller, puisque pléthore de licenciements viennent à votre conseil. Voilà. Mais effectivement, ça fait partie du contexte. Une note de service précisait que les salariés devaient toutes avoir les cheveux courts, des tailleurs roses, des talons aigus, etc. Enfin, comment voulez-vous que la direction puisse afficher sur un tableau une interdiction de voter au premier tour? C'est ce que disent les personnes. Oui, les personnes amères qui ont été licenciées. Oui, enfin, je pense on n'a aucun élément qui étaye ces faits-là. Je crois que nous avons entendu l'un et l'autre. Donc, nous allons délibérer, mise à disposition le 15 juillet à 13h30. L'audience n'avait rien réglé. Les caissières auraient voulu en dire plus. Le système des caméras de surveillance du magasin les ulcérait. 4 écrans dans le bureau de Patricia, un écran dans le bureau de M. Blancard et 2 écrans en caisse centrale. Lorsque Mme Blancard m'appelait pour me dire « Justine, pourquoi Chantal parle avec un tel? Demandez à Chantal de se taire, demandez à un tel de reprendre sa place, tout étant dans son bureau, c'est parce qu'elle était devant la caméra. » C'est pas beau de mentir. Ne répondez pas. Pas répondre à la bêtise par la bêtise. Pourquoi ces femmes sans histoire, salariées du même hypermarché depuis 10 voire 20 ans, se retrouvaient-elles d'un seul coup licenciées? Leur révolte nous masquait alors leur souffrance profonde. Nous les avons suivies quand elles ont décidé de rencontrer ensemble les mêmes avocats. Emmenées par Chantal Minguet, celle qui avait introduit la CGT dans le magasin, elles se retrouvèrent à la Bourse du Travail de Nanterre pour mettre à plat leur dossier. Alima, licenciée pour vol. Marie-Hélène, licenciée pour avoir tenu des propos irrévérencieux vis-à-vis de la direction. Chantal, licenciée pour dénonciation calomnieuse après avoir déposé une plainte pour agression. Kim, licenciée après avoir été accusée du vol d'un paquet de chewing-gum. Et Magali, licenciée pour inaptitude après un accident du travail. Magali qui à l'époque était chef de caisse, prise entre le marteau et l'enclume. Quand j'ai fini à 13h, j'étais tellement pressée de rentrer chez moi. Je suis partie, j'ai laissé mes sacs. Et j'ai dit, mince, j'ai oublié mes sacs. Donc je reviens dans le magasin pour prendre mes sacs. Et je vois le vigile devant la porte de la sortie et le directeur derrière les autres caisses, il me surveillait. Je dis non, c'est pas normal. Le premier sac, je le vide, il y a tout ce qu'il faut, les 2 paquets de yaourt.
Mais il y avait en dessous deux tablettes de chewing-gum. J'ai dit, non, c'est pas normal. Bon, je garde mon calme et j'ai regardé le caméra et j'ai dit, eh oui, c'est pas bon ça. Et j'ai posé les paquets de chewing-gum et je suis partie. Arrivée chez moi, j'ai appelé ma chef de caisse. Elle n'était pas surprise. Et ça m'a choquée. J'ai dit, pourquoi t'es pas surprise comme ça? Elle m'a dit, bah écoute, c'est fréquent et je t'en parlerai de vive voix. Et je trouve que c'est bizarre. Et encore une histoire de chewing-gum. Puisque moi, j'étais au courant de cette première histoire, puisque j'y étais plus ou moins un peu mêlée. On n'est pas bien hein, quand on subit ça. Hein. On est épié. On est humilié devant les clients, devant les collègues. On vous met des horaires de façon à ce que vous sortiez tard le soir. C'est de la destruction de l'être humain, c'est tout. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on se rassemble. Maître Chevalier j'y suis arrivée, là, quand même. et Maître Ox sont spécialisés dans le droit du travail. Toute la grande distribution, quelle qu'elle soit, on retrouve effectivement ces dossiers de vol. Alors, il y a un peu les deux cas de figure. Il y a la paranoïa, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans certaines grandes enseignes cette espèce de peur permanente que les employés veulent voler. Donc la moindre chose, ils ramassent un truc cassé qui est destiné à être jeté, accusation de vol, enfin bon. Et puis il y a effectivement tous ces coups montés qui sont extrêmement courants. C'est une des techniques de management comme une autre. C'est extrêmement facile de diviser pour régner et d'assortir ça de techniques d'accusation de vol. Dans la grande distribution, on peut compter sur un turnover qui renforce l'isolement. Mais quelquefois, on ne voit même pas l'intérêt. Parce que je veux dire, quel est l'intérêt de se débarrasser de Kim, qui est là depuis 20 ans, qui n'a jamais volé quoi que ce soit, et qui ne nuit et qui n'est même pas syndiqué, qui n'est même pas... Je veux dire... Oui, mais Kim, elle a été convoquée plusieurs fois au bureau parce qu'elle m'adressait la parole. Ah, voilà. Et qu'ils savent que moi, je suis syndiquée. Voilà. Quand elle me l'a dit, j'ai dit, tu sais, là, Kim, elle est foutue, hein. Ça n'a pas raté, hein. Monsieur Blancard m'a dit, vous nous avez foutus dans une merde avec vos copains de la CGT. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on se rassemble. Ben, j'y suis arrivée, là, quand même. Et si je suis là aujourd'hui, parce que moi, personnellement, je ne suis pas au prud'homme, je suis nulle part. Si je suis présente, c'est dans le but de soutenir, d'apporter mon soutien à mes collègues, que ce soit pour Kim, parce que surtout dans le cas de Kim, ça m'a révoltée. Parce qu'ils en profitent un peu trop des J'ai dit, même si on perd au prud'homme, j'ai dit, même si on perd au prud'homme, on va aller au prud'homme. C'est un peu dur pour elle, parce qu'elle ne sait pas bien. Ben, tu vois, on y arrive, hein. Voilà. Mais il faut marquer le coup. Même si tu perds, moi je dis, il faut marquer le coup. On ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles comme ça, en permanence. Cette réunion ne nous avait pas totalement convaincus. Bien sûr, l'histoire des vols de chewing-gum semblait grotesque. Mais on pouvait tout aussi bien imaginer qu'un groupe de râleux systématiques focalisait leur hargne sur une nouvelle direction, sans cause réelle et fondue. Mais 3 mois plus tard, nous avons retrouvé Magali, la chef de caisse de l'hypermarché, à la consultation de Marie Peset. On va voir ce que ça donne. Vous me tenez au courant, hein? D'accord? À bientôt. Ah, quelle ambiance. Bon. Alors, racontez-moi un peu quels sont vos soucis actuellement. Mes soucis? Alors là, je veux dire, papa peut-on commencer? Alors, comme vous voulez, dans le désordre, c'est pas grave. Par où vous voulez. Si je suis arrivée à être stressée à ce point, c'est dû aux relations, au travail. Il y avait une hôtesse de caisse en particulier où il fallait faire toujours très très attention à cette femme et notamment éloigner tout le monde d'elle. Et on voulait s'en débarrasser. On voulait s'en débarrasser. Donc on vous demandait de participer à son Voilà, harcèlement. exactement. Notamment, elle est restée très longtemps assise, toujours à la caisse. Une qui était lui attribuée en face de la réserve, où cette porte est ouverte constamment, où il y a un courant d'air avec la porte de sortie, placée pas loin des frigos. Donc on vous demandait sciemment de faire du mal à quelqu'un. Voilà. Pour la faire partir. Voilà. C'était dans le but, on ne me l'a pas dit, mais c'était dans ce but de, voilà, qu'elle-même, elle s'en aille.
Elle le savait, sans douter que je ne pouvais pas faire autrement parce qu'elle me l'a dit. Elle savait que j'agissais sous l'injonction, sur les ordres que me donnait. Et c'était très difficile, pénible. Bon, par la Magali suite, s'est soudain emballée. Pendant 20 minutes, elle a retracé l'histoire de cet hypermarché où jusqu'en 2001 travaillaient 52 salariés. À cette date, arrive une nouvelle direction qui au fil des mois réduit les effectifs à 38 personnes. Les rythmes et les horaires explosent. La direction décide de s'appuyer sur quelques salariés pour mater les protestations. Magali, chef de caisse, se retrouve sommée de choisir son camp. La voilà participant au harcèlement de Chantal, celle qui avait osé introduire un syndicat dans le magasin. Lorsque fin 2006, Chantal et ses amis sont enfin licenciés, le quotidien de Magali va lui aussi basculer. Voilà qu'un matin, on l'accuse de ne pas avoir remis en rayon des lames de rasoir abandonnées par un client à une caisse. Lames qui, par sa faute, auraient été volées. Magali comprend que son tour est venu. La voilà convoquée chez le directeur. Elle quitte sa caisse et prend le petit escalier qui mène à son bureau. Et puis en fin de matinée, c'est à ce moment-là, des escaliers, des marches que j'ai l'habitude d'emprunter journellement plusieurs fois. Hein. Et puis, je suis tombée. Et c'est à ce moment-là, je me suis fait très mal au bras droit, surtout à l'épaule, et j'ai eu une entorse aussi au poignet. Et j'étais en arrêt. Mon premier arrêt a duré 1 mois et demi. Quand j'ai essayé de faire une tentative de reprise, l'une des premières paroles du patron, « Vous avez gâché nos vacances. » Eh oui. Et ça, je ne l'ai pas digéré. Je ne l'ai toujours pas digéré. Le fil rouge dans tout ce que vous me racontez, c'est la violence sociale. Celle qu'on vous a demandé d'exercer contre cette pauvre caissière, celle qu'on exerce sur vous aussi. Personne n'y échappe. Et en même temps, vous l'avez bien pointé tout à l'heure, tout ce système, il y a des gens qui consentent à laisser faire. Vous en avez fait partie comme beaucoup d'autres. Je ne vous stigmatise pas. Pour garder son travail, vous avez parfaitement bien dit qu'il faut quelquefois faire des choses. Tout pousser, mais tout pousser. Et alors, est-ce que vous comprenez que finalement, tout ce que vous avez vécu a fait des ravages sur votre corps? Parce que vous étiez dans une situation où vous deviez accepter des choses pour ne pas perdre votre travail. Donc réprimer votre colère, réprimer vos émotions, ne pas parler trop haut, ne pas critiquer, ne pas dire vraiment ce que vous pensiez. Comprendre... Oui, c'est dur. Vous voulez un verre d'eau? Non, ça ira. Respirez à fond, parce que là, vous faites une poussée hypertensive. Pourquoi vous retenez vos larmes? C'est pas la peine. Vous vous faites beaucoup de mal en vous retenant. Ça ira. Vous pouvez poser les armes. Vous pouvez poser les armes. C'est pas bien ce qu'on vous a fait. Vous devez être très malheureuse de tout ça. Vous avez le droit. Parce que j'ai fait du tort autour de moi. J'ai fait du tort à ma fille. Bien sûr. Donnez-moi votre poignet, parce que là, je sens que la colère monte et je me demande si vous n'êtes pas en train de faire une petite poussée hypertensive. On va se calmer. Hein? Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, je prends ce licenciement. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, puisque je sais que je me remets déjà à la recherche d'un autre emploi. Voilà. Tu ramenais le travail à la maison, en fait. Oui. Mais heureusement que tu as trouvé Chantal, Alima pour t'aider, parce que sinon, je sais pas si toute seule, je pense pas que tu aurais réussi à t'en sortir. Enfin, peut-être que tu aurais réussi, mais tu aurais beaucoup plus souffert, en fait. Je pense que tu as fait du bien de te sentir en trouble. Oui, il y en a du courrier, ça va vite. Depuis longtemps, le corps de Magali parle pour elle. C'est celle-ci. Ni cancer, ni chimiothérapie. Juste les ravages du stress.
Voilà. Elle est belle, hein. Elle est bien ronde. Elle est bien ronde. Ah oui. Et vous savez, souvent je passe la main. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est bien dégarni. Hein. Mine de rien. Mhm. Waouh. Voilà. Voilà. Heureusement, ça existe, les prothèses. Hein. C'est ça, la souffrance au travail. Un climat qui pourrit, et ce sentiment que ce pourrissement envahit tout. Le mal que l'on fait aux autres, et le mal que l'on subit, et qui ronge. Chacun se sent coupable de ne pas tenir, de ne pas être assez fort, de se comporter comme un lâche, sans que jamais l'organisation du travail ne soit remise en question. Au Prud'homme, on pouvait voir dans les histoires des autres caissières la somme de mesquinerie et de médiocrité que cela représente. Donc on m'a adressé des lettres Ici, recommandées. pour Corinne, du même Intermarché, c'est une terrine périmée au rayon charcuterie qui déclenche tout. Comme quoi je n'avais pas retiré cette part de terrine alors que c'était mon jour de congé. On ne pouvait pas me l'imputer. Marie-Hélène, elle, a encaissé pendant des mois les petites humiliations, jusqu'à ce jour où elle a pété les plombs. Devant les clients, cette salariée s'est emportée. On verra qu'elle tente de justifier par un sentiment d'injustice. J'y reviendrai. Mais même admettre que cette injustice soit réelle, ceci ne justifie pas qu'elle ait pu hurler dans le magasin comme elle l'a fait, et vous verrez que je verse à mon dossier non pas une, ni même deux, ou encore 3, mais 5 attestations de témoins. Effectivement, ce jour, Marie-Hélène avait explosé. Mais la seule chose qui nous étonnait alors, c'est qu'elle fut la seule dans cet hypermarché à avoir su crier plutôt que d'intérioriser. Logiquement, ce type d'affaire est censé être traité par un inspecteur du travail qui veille à la bonne application du Code du travail. Son statut lui permet de dresser des procès-verbaux transmis à la justice. Mais alors qu'il y a un policier pour 600 habitants en France, il n'y a qu'un inspecteur pour 10 000 salariés. Jean-Louis Osvat est l'un des 5 inspecteurs qui couvrent le secteur La Défense, Puteaux et Courbevoie. Il a en charge 140 entreprises de plus de 50 salariés, en plus de la surveillance des chantiers de construction et de désamiantage. Totalement asphyxié, Jean-Louis Osvat instruit les cas les plus criants. Tout ça, quasiment, ça c'est une enquête mise en danger d'autrui. Ça, c'est sur du harcèlement moral. Ça, c'est un suicide. Ça, c'est du harcèlement moral. Vous voyez. Ça, c'est du harcèlement moral. Les gens l'avaient écrit et il y a des éléments importants dans chacun de ces courriers. Je ne me serais pas permis d'employer le terme de harcèlement moral si j'avais pas, dans tous ces dossiers-là, des éléments précis qui montrent qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments concrets, matériels et des témoignages qui montrent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le travail qui n'a rien à voir normalement avec des conditions de travail normales dans une entreprise. Jean-Louis Osvat instruit depuis 4 ans une affaire exemplaire de violence au travail. Une affaire qui vise 2 cadres supérieurs, encore en activité dans une entreprise de service. Leur vie bascule le jour où, voulant participer à la vie du comité d'entreprise, ils décident de créer une section syndicale CGC. L'arrivée de ce syndicat de cadres a ulcéré leur direction. La gravité des faits qui s'ensuivirent a entraîné le dépôt d'une plainte au pénal, la saisie du parquet et l'enquête de Jean-Louis Osvat. Les 2 cadres sont partie civile. Entendu, j'ai participé au CHSCT, vous étiez présent. Voilà, je suis allé environ 6 ou 7 fois dans votre entreprise et j'ai récupéré un certain nombre de documents qui m'ont permis de faire une procédure de discrimination. Le procureur de la République et les juges d'instruction, normalement, vont joindre tout ça ensemble pour donner suite à l'affaire. Donc, si vous avez des éléments nouveaux, je crois que vous concernant, vous avez été arrêté suite à tout ça. Donc, vous allez peut-être m'expliquer ce qui s'est passé. Alors, donc moi, je suis arrivé dans l'entreprise, ça va faire 9 ans au mois de juillet.
Et donc je suis ce qu'on appelle account manager, c'est-à-dire responsable commercial grand compte. Et donc je vends les produits de l'entreprise auprès de grandes entreprises, enfin en l'occurrence de grandes entreprises du CAC 40. Moi je suis dans l'entreprise depuis 11 ans, donc mon titre officiel c'est Practice Manager, donc c'est responsable de consulting. Sachant qu'aujourd'hui donc on est une société américaine dans le domaine de l'informatique, et on se fait racheter par une autre société plus grosse, également société américaine. Donc les deux côtés en bourse. Et donc lorsqu'il y a un rachat, bon, vous êtes bien placé pour le savoir, après il peut y avoir un certain nombre de plans de consultation et éventuellement des licenciements au niveau de l'entreprise. En fait c'est un nouveau patron qui est embauché par l'entreprise et il me convoque à un premier entretien, on ne se connaissait pas du tout. Donc je m'installe dans son bureau, la première chose qu'il me dit, donc pardonnez-moi la vulgarité que je vais dire, il me dit voilà, donc tu es assis en face de moi décontracté du fion, le seul moyen de se débarrasser de toi c'est de tirer une balle dans la tête au parking. Donc voilà. Tout de suite, dans la foulée, moi je me suis fait insulter, donc je me suis fait traiter par une des personnes proches de la direction donc je cite, je suis désolé, tu n'es qu'un gros con. Donc moi j'ai demandé des excuses par rapport à ça, et donc la personne a insisté en disant, de toute façon, parce qu'en l'occurrence c'était une femme, si j'étais un mec, je te mettrais mon poing sur la gueule, enfin vous voyez, et donc le mois suivant, donc on s'est retrouvé avec une pétition de salariés, pour la plupart connus pour étant proches de la direction. D'une part ils sont obligés de faire notre travail à notre place, qu'on insulte des gens, qu'on harcèle des gens, enfin je veux dire complètement, enfin quelque chose de complètement fou, puisque s'il y a aujourd'hui des personnes qui sont victimes dans cette entreprise, c'est bien nous, et en aucun cas on essaie de faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre du bien collectif. Si on vous dit qu'ils vous disent que vous les gênez dans le travail, c'est que vous travaillez avec eux, non? Alors, en fait, oui et non, c'est-à-dire que physiquement on est proche, donc puisqu'on est sur un open space, donc on travaille côte à côte, par contre on n'a aucun lien de travail ensemble. Parmi ses collègues, il y a des gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise, qui nous connaissent même pas, mais qui ont quand même signé une pétition dans laquelle il est marqué que nous les harcelons et que nous ne faisons pas notre travail et ils sont obligés de faire le nôtre. Personnellement, je pense que c'est une pétition téléguidée par la direction. D'ailleurs, certaines confidences de certains collègues nous le prouvent, ont signé parce qu'il fallait signer, soit par peur, soit pour bien se faire voir par la direction, soit pour des raisons personnelles. Voilà. Pour le juge d'instruction, cette pétition pourrait être une circonstance qui aggrave le cas de la direction. Très proche de la direction. Et notamment, vous avez le secrétaire du CE aujourd'hui, qui est un membre du comité de direction. On imagine l'atmosphère. Chaque cadre, convoqué par le directeur général, sommé de signer un texte de délation sous peine de représailles à peine voilées. Les informaticiens et autres auditeurs de grands comptes se sont retrouvés comme Magali, la chef de caisse, face à Chantal, la caissière de la CGT. Se soumettre et garder son emploi, ou se démettre et se retrouver à la rue. Les deux cadres ont, comme Chantal, vu leur monde s'écrouler. Représenter ses collègues dans les instances statutaires en devenant syndicaliste, et puis finir lynchés par ces mêmes collègues qui sauvent ainsi leur peau. On appelle ça un effet de meute, quand un collectif agit comme les chiens lors d'une chasse à courre, jusqu'à ce que le chasseur en finisse avec la proie. Qu'est-ce que vous avez fait après ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi déjà de mon côté ça m'a personnellement énormément touché parce que je ne m'attendais pas à avoir ce type de réaction, donc je l'ai très très mal vécu. En fait, nous on essaye de ramener tout au rationnel, à rationaliser. Or, on n'est pas dans le rationnel, on est dans l'arbitraire. Parce que le clientélisme, l'arbitraire, c'est faire n'importe quoi pour vous faire craquer. Quand je prends le cas de mon collègue, quand vous avez un garçon qui a 40 ans, qui est épanoui, qui s'effondre, qui pleure comme un gamin, c'est quand même la preuve que, quelque part, la personne est atteinte. Et c'est ça, l'atteinte à la personne qui est insupportable. La première réflexion que j'avais le matin, c'était avoir un pistolet, me tirer une balle dans la tempe, quoi. Et souvent, c'était pas uniquement associé à ma tête, c'était aussi, d'abord je descends dans l'entreprise, je dégomme les mecs qui m'emmerdent, je suis désolé, j'étais un peu cru, et après je me tire une balle en plein milieu de l'entreprise. Heureusement que les armes ne sont pas aussi disponibles en France qu'aux États-Unis, parce que sinon il y aurait des faits divers dramatiques en France. Et je pense que ça va finir par arriver. Parce que si la justice aujourd'hui ne donne pas les moyens pour pouvoir justement sanctionner tous ces... toutes ces injustices,
les salariés, et puis les êtres humains d'une manière générale vont finir par vouloir faire justice eux-mêmes. Et aujourd'hui, dans nos métiers, on a des directions assez dures, des directions extrémistes. Aujourd'hui, on n'est ni plus ni moins que certes des cadres, mais on est ni plus ni moins que des ouvriers en col blanc. Ce qu'il faudrait maintenant aujourd'hui, c'est qu'il y ait des vraies sanctions contre ces patrons voyous, parce que c'est pas le tout d'en parler. À un moment donné, il faut vraiment faire des exemples pour pas que ça continue, et pour au contraire faire que les salariés se sentent bien dans les entreprises. Moi, je partage pas tout à fait cette notion. C'est pas quelques voyous dans un monde où tout va très bien. Non, c'est en fait l'organisation du travail elle-même qui produit tout ça. Vous l'avez bien expliqué à travers les rachats. Je pense qu'on a plus à faire à ce genre de choses. Sinon, on aurait du mal à comprendre pourquoi ça se produit partout, pourquoi il y a autant de voyous maintenant partout, pourquoi il y a autant de salariés malades, pourquoi il y a autant de gens qui se suicident. C'est les conséquences d'une logique qui s'organise. On réorganise les services, on change le chef, on remplace tout ça, les gens sont déstabilisés. C'est ça que je voulais dire. Je voulais juste réagir à ce propos de patron voyou. Il est très rare que des affaires de ce type aboutissent à un procès. La plainte a été déposée en 2004. En février 2009, le dossier faisait encore la navette entre le parquet et le juge d'instruction. Les dirigeants risquent de fortes amendes, l'interdiction de diriger une entreprise et leur société, une interdiction d'accès au marché public. Dans l'affaire du supermarché, en revanche, pas de justice pénale. Les prud'hommes rendent des jugements civils. On n'y fait qu'indemniser les victimes d'abus du Code du travail. Chantal Minguet est la dernière caissière à y être appelée. Les deux parties préparent le futur rendez-vous devant la justice. À Paris, près de la place de l'Étoile, Madame Blancard, la gérante du magasin, avec son avocat, Maître Coléa. Et à quelques stations de RER de là, à Nanterre, Chantal Minguet et son avocat, Maître Tourniquet. Bon, Madame Minguet, donc vous avez reçu les conclusions que je vous ai adressées, oui. C'est-à-dire en fait le récapitulatif de l'argumentaire qu'on va développer dans le Conseil. On est à maintenant moins de 2 mois de l'audience. Alors, le dossier Minguet, enfin, celui-ci passera le 16 juin. Les éléments de la partie adverse me sont parvenus, je vous les ai transmis, les conclusions et les pièces adverses. Bon, il s'agit tout simplement de la contestation du licenciement de Madame Minguet. Votre dossier, il est quand même pas vide. N'importe qui d'extérieur, comme sont supposés l'être, comme le sont les conseillers prud'hommes, il va déjà falloir qu'on nous explique comment une salariée qui est là depuis 12 ans, jusqu'au moment où elle prend des responsabilités syndicales, jusqu'au moment où arrive cette nouvelle direction, tout va bien. Et brutalement, vous vous mettriez à faire tout et n'importe quoi, à devenir une salariée infernale qui empoisonne l'existence de l'entreprise, qui ne veut jamais faire ce qu'on lui dit. Bon, ça c'est un grand classique. Il tente de replacer l'événement dans le contexte et d'atténuer la responsabilité de la salariée par une relation de travail émaillée par différents incidents. Alors, il est vrai qu'avec cette salariée, il y a eu un certain nombre de heurts, il y a eu des litiges judiciaires, puisqu'il y a eu le litige autour de l'organisation des élections des délégués du personnel, autour de sa désignation en tant que représentante de la section syndicale, pas de délégué syndical, mais représentante de la section syndicale, ce qui est différent. L'impression que donne votre dossier, c'est que on a essayé d'obtenir votre démission et que, ne l'ayant pas obtenue, on a cherché tous les moyens de vous pousser à la faute. Je suppose que vous avez encore des liens avec certains salariés. Il n'y a plus d'activité syndicale dans cette entreprise. Ben voilà, l'objectif est atteint. Voilà. Et malheureusement, votre cas, il est tout à fait révélateur de ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Cette société, elle cumule 4 dossiers devant le Conseil de prud'hommes dans un laps de temps d'environ 8 à 10 mois. C'est le résultat, à mon avis, d'une part du hasard et d'autre part du fait qu'un certain nombre de salariés, d'anciens salariés, qui s'étaient regroupés, ont contesté toutes les décisions de l'employeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des situations comme la vôtre, c'est le sentiment d'impunité. Par exemple, aujourd'hui, on est capable, du côté de l'entreprise, de budgétiser un licenciement. Même si on sait qu'on licencie de manière abusive. On dit, bon, allez, ça va nous coûter tant. On y va.
C'est même une décision de bonne gestion, le cas échéant, pour les entreprises, de provisionner le montant des éventuelles condamnations dont ils pourront faire l'objet, avec l'avantage fiscal que représente aussi la provision, puisque là, ces dossiers pèsent déjà un petit peu, d'autres peuvent peser beaucoup plus lourd. Lorsque l'entreprise doit exécuter un jugement sur 40, 50, 60 ou 70 000 euros, il est évident que ce n'est pas forcément des sommes qui sont disponibles immédiatement. Donc les avoir provisionnés permet d'éviter des difficultés d'exécution pour la société. À 9 mois de mes 58 ans, je souhaite qu'une chose, c'est de me mettre en retraite, ce monde. Je veux plus, je pourrai jamais retourner travailler. Jamais. J'ai été cassée. Il y a 2 solutions. Ou je me suicide, ou je me mets en maladie. Je pense raisonnablement que la deuxième formule est... Voilà, le grand jour est arrivé. Chantal, entourée de ses collègues, va devoir prouver que son licenciement pour dénonciation calomnieuse n'était qu'un prétexte pour se débarrasser d'elle. Cette épreuve une fois passée, elle espère bien pouvoir tourner enfin la page. Pendant les premières années de sa présence dans ce magasin, Madame Minguet travaille sans difficulté, aussi longtemps qu'elle travaille sous l'égide et sous l'autorité des précédents responsables de ce magasin. Les problèmes de Madame Minguet vont commencer avec l'arrivée des nouveaux dirigeants, c'est-à-dire lorsque Madame Minguet va se voir soutenue par l'union locale CGT d'Asnières. Dès le 26 janvier 2004, la société Gardenia demande au tribunal d'instance d'Asnières d'annuler purement et simplement la création de la section syndicale. Nous arrivons à fin 2005, on prépare les élections professionnelles de 2006. Madame Minguet mène sa campagne dans des conditions difficiles, j'y reviendrai tout à l'heure, jusque et y compris le jour des élections. Parce que, voyez-vous, dans cette société, lorsque la candidate, accompagnée de la représentante de l'union locale CGT qui l'a désignée comme candidate, prétend accéder au bureau de vote, on ne peut pas. On ne la laisse pas rentrer. Alors nous allons saisir le tribunal d'instance d'Asnières, n'empêche les candidats ou leurs représentants d'accéder au bureau de vote, c'est l'annulation des élections. Voilà. Je vous demanderai de n'accorder aucune importance à l'arrogance et aux éléments qu'a fait valoir la partie demanderesse. Tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est le comportement de la dernière chance. On vous parle de l'annulation des élections qui ont eu lieu 2 ans avant le licenciement. Oui, il y a eu un contentieux électoral dans la société ne le conteste pas, elle a perdu, elle a engagé des frais d'avocat. Oui, c'est exact. Je me tourne, comme vous voyez la salle d'audience, et le visuel est particulièrement important. Parce que vous avez là Madame Maryse Blancard, qui est la directrice générale de la société, qui est dirigeante, qui a une part dans le capital social, et une grappe de salariés. C'est très élégant. Oui, ça je dois dire que la grappe de salariés, franchement, maître, vous auriez pu vous abstenir là. C'est pas du tout impressionnant. Non, enfin bon, une grappe, ça peut donner du bon vin. Absolument. Et on en aurait besoin. Ça calme parfois les esprits. Et mon confrère. Les salariés sont présents. Bon, ce qu'il a dit, c'était pas bien non plus. Un groupe de salariés qui sont toutes et j'en tiendrai compte, en contentieux avec la société. Et qu'aujourd'hui, elles sont, d'une certaine manière, amères. Et puis voyez-vous, j'ai demandé à mon confrère de produire le cahier des délégués du personnel. Pourquoi on n'a pas eu de prime en juillet? La réponse: la CGT nous ayant obligés à refaire des élections, ce qui a engendré plus de 5 000 € de frais, la totalité de la prime qui aurait pu être donnée est passée dans ces frais. Mais c'est pas du tout de la mise en quarantaine, ça. En plus de ça, je suis très surpris de ce chiffre de 5 000 € parce que le tribunal d'instance d'Asnières avait condamné la société Gardenia à verser 2 000 € à l'union locale CGT. C'est-à-dire que non seulement on manipule, non seulement on met à l'index, parce que pour tout le monde dans la société, la CGT, c'est Madame Minguet. Il n'y a personne d'autre. Mais en plus, c'est un gros mensonge. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, j'y reviendrai dans un instant. Alors c'est dans ce contexte, effectivement, qu'intervient l'incident. 6 décembre. Voilà.
Vous l'aurez compris, les relations de travail étaient peut-être tendues entre la direction et Madame Minguet, sans doute. Mais dans son environnement professionnel, on compose avec la personnalité des uns et des autres, et surtout on fait preuve du respect le plus élémentaire. C'est d'ailleurs souvent le meilleur moyen de faire en sorte que ça se passe, de manière froide, mais ça se passe. Eh bien, Madame Minguet n'a pas entendu ainsi, parce que Madame Minguet, je vous ai dit, se sentait investie d'une immunité, et il se trouve qu'elle venait dans l'entreprise à bicyclette. À en croire donc la version de l'employeur, Madame Minguet sort pour sa pause, pour allumer une cigarette. Son vélo est là, devant un box. Pourquoi son vélo est là? Il y a une raison très simple à ça. D'après le règlement intérieur, les salariés qui viennent avec leurs moyens de locomotion doivent les disposer aux emplacements prévus. Les deux autres salariés qui viennent à vélo, ils ont un box. Madame Minguet, mais sans doute par le plus grand des hasards, n'a pas de box. Alors elle le pose où elle peut. Et c'est précisément, c'est vous dire les hasards de la vie, c'est précisément au moment où Madame Minguet est en train de fumer sa cigarette avec le vélo posé juste à côté, bah c'est évidemment à ce moment-là que M. Langelet a besoin d'aller dans le box. Bon, très bien. C'est son droit le plus strict. M. Langelet va arriver avec le tire-palette. Et il va dire à Mme Minguet, il ne va même pas avoir le temps de lui dire grand-chose, d'ailleurs, il va pousser le tire-palette sur le vélo et sur Mme Minguet. M. Langelet, effectivement équipé d'un tire-palette, parce qu'il allait chercher une vitrine réfrigérée. Nous sommes pas loin de Noël, donc il a besoin d'un meuble événementiel, comme je le disais tout à l'heure, et il veut récupérer cet élément sur lequel est accolé le vélo, appuyé le vélo de Mme Minguet. Il lui demande de retirer son vélo, ce qu'elle refuse, parce qu'elle souhaitait finir sa cigarette. M. Langelet ne l'a donc pas perturbé dans cette activité de tabagisme, mais il a déplacé le vélo. Le vélo va tomber, réparation du vélo, j'ai la facture à mon dossier, Madame Minguet va être blessée à la cheville. Et que fait M. Langelet lorsqu'arrivent des collègues de Mme Minguet? Il s'aperçoit que Mme Minguet, au moment de sa pause, est sortie avec des produits qu'elle a achetés au supermarché. Il voit cette femme qui est blessée, il voit cette femme qui crie, qui est sous le choc. Vous savez ce qu'il fait, M. Langelet? Il demande au vigile de contrôler le ticket de caisse. Ça, c'est de la relation sociale. Vous l'aurez compris, Mme Minguet, forte de ce mandat virtuel de représentante d'une section syndicale, eh bien, se sentait en réalité dotée d'une immunité. La direction ne l'a pas entendu ainsi. Elle l'a sanctionné comme elle a sanctionné d'autres salariés qui avaient des comportements similaires. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais vous poser une question, madame. Approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous. Vous réclamez 8 470 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, n'est-ce pas? Vous savez que pour le harcèlement moral, vous avez la possibilité d'aller voir l'inspecteur du travail, d'aller voir le médecin du travail. Est-ce que toutes ces démarches, vous les avez faites? Oui, ils sont au courant. L'inspection du travail s'est déplacée dans l'entreprise. Oui, alors, qu'est-ce qu'elle a constaté? Monsieur Blancard aurait dit à l'inspection du travail, c'est pas l'inspection du travail qui commande chez moi. Non, mais attendez. Si on répond ça à l'inspecteur du travail, ça ne marche pas. Je suis désolé. C'est pas comme ça que ça a dû se passer. Je ne sais pas. J'étais pas. Mais Mme Minguet, répondez. Vous avez saisi l'inspection du travail. Et à votre connaissance, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Voilà. Oui, Mme Minguet, vous êtes tout à fait tranquille puisque l'intervention de l'inspecteur du travail n'est pas une condition de la reconnaissance du harcèlement moral. J'entends bien. C'est une preuve quand même. Vous savez, moi, souvent, il m'est opposé. Non, mais attendez, maître, je ne vous ai pas posé la question, s'il vous plaît, maître. Je ne vous ai pas posé la question. Je pose la question directement. S'il vous plaît. Et elle vous a répondu. Bon, eh bien alors vous, je ne vous demande pas de répondre. Il y a eu des démarches faites de votre part. Je pense que voilà, il y a une réponse à la question de monsieur le conseiller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bien. Écoutez, les débats sont clos et la mise à disposition aura lieu le 2 octobre. Chantal est sortie sonner. Après 4 mois d'attente, la mise en départage du dossier et une nouvelle audience, le prononcé tombe enfin. 2 ans et demi après le début de l'affaire, le licenciement est jugé nul et non avenu, et le supermarché condamné pour discrimination syndicale. La direction a fait appel. Le jugement est attendu courant 2010. Corinne et Marie-Hélène sortent partiellement gagnantes. Leur licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Magali, elle, a obtenu le statut de travailleuse handicapée. Elle est maintenant standardiste. Seule Kim est déboutée. Elle avait signé une lettre de démission qui lui a été fatale. Elle est aujourd'hui buraliste dans le 13e. Les 5 caissières, les 2 cadres supérieurs, sont comme des centaines de milliers d'autres salariés.
renvoyés à eux-mêmes. Chacun est réduit au traitement médical et judiciaire de son affaire, sans que, jamais, les méthodes de management et les organisations du travail ne soient remises en cause. Comment réagissez-vous à ce que vous venez de voir? Voilà comment la souffrance au travail s'étend, au point de devenir un énorme enjeu de santé publique. D'un point de vue quantitatif, dans certaines grandes entreprises, les instances paritaires, comme ici le comité hygiène et sécurité d'EDF, organisent des colloques pour tenter de faire évoluer les choses. Des cadences de travail infernales, des évaluations à tout bout de champ, complètement illogiques, complètement subjectives, indépendantes du travail réalisé, des journées à rallonge à ne pas en finir, mais jamais de paiement des heures supplémentaires, travail le dimanche non déclaré, et surtout harcèlement, donc ou souffrant en situation de stress qui fait partie du management, donc incontournable. Comment agir sur le management et est-ce qu'il y a des exemples réussis d'actions spécifiques auprès du management pour inverser un peu cette tendance? Toute la chaîne hiérarchique est impliquée, il n'y a pas des mauvais managers, des bons managers, etc. C'est l'organisation du travail qui est à mettre en cause et c'est l'organisation du travail, à mon avis, qu'il faut changer. Je suis cadre. Je me considère incarcéré à la défense contre mon plein gré. Incarcéré. Je suis en bout de chaîne, je suis une assistante. Donc quand vous parlez de la souffrance des managers, je peux vous dire qu'ils font une chose et très bien, c'est qu'ils la reversent sur leurs assistantes, sur les fonctions support. Nous ne sommes plus des assistantes, nous sommes des fonctions. À l'hôpital de Nanterre, Marie Peset reçoit des étudiants en gestion d'entreprise de l'université de Namur, en Belgique. Je suis allée à Namur au cours d'un colloque il y a quelques années pour présenter effectivement ce qu'étaient les pathologies. Ces futurs managers se retrouvent, pour une journée, confrontés aux patients de la consultation souffrance et travail. Et après, c'est parti pendant des années. Parce que après, on avait même peur de s'arrêter. On refait doublement le travail. En fait, je travaillais la nuit et le jour. Et je faisais même des cauchemars. Ça commence à atteindre le moral aussi. Imaginez cette souffrance. Comme ça, quand vous voyez les gens, quand ils sont malades, ils sont enrhumés, ils sont malades, ils sont à plat, mais ils ne veulent pas s'arrêter parce que c'est devenu un rythme. Je suis devenue une machine. Moi aussi, à force de courir derrière la machine, voilà. Donc on va essayer de faire un tour, si vous le voulez bien, pour savoir un peu ce qui vous reste. Le pire, si je puis dire, c'est que nous, on nous apprend à faire justement qu'il soit comme ça. Et à produire le maximum avec un minimum de coûts, etc. On nous apprend en fait, comme beaucoup ont dit, on se sent seul. Mais moi, j'ai vu beaucoup de théories là-dessus pour ma mémoire. Comment faire justement pour faire que les gens soient seuls. Et c'est ça qui est encore plus marquant, quoi. On voit qu'il y a énormément de littérature là-dessus pour montrer comment vous devez faire pour que justement il n'y ait aucune envie de révolte vis-à-vis de la société et donc que vous vous retrouviez seul et qu'en fait à la fin ce soit vous-même qui craquiez et que vous ne preniez jamais conscience que c'est à cause de la société, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça qui apporte le plus, quoi. Quelle autre organisation du travail substituée à celle qui est en place ? Parce qu'on voit bien comment finalement les managers, les DRH adhèrent à ces modèles organisationnels où la pression morale est devenue un moyen d'intensifier la productivité. Vous savez, quand vous êtes par exemple femme seule avec des enfants, vous allez subir beaucoup. Donc les leviers de soumission se sont vraiment développés. Quand vous savez qu'il y a 30 ans de chômage massif dans un pays, cela induit des conduites et de soumission et de domination. Vous pouvez toujours dire à quelqu'un qui ne se montre pas docile, la porte est ouverte, il y en a plein qui attendent dehors. Et donc cette peur qui est utilisée comme levier de pression fait que les gens acceptent de modifier leur comportement. Moi je dois dire, parce que je reçois beaucoup de gens harcelés, que je fais des expertises de harcèlement en termes juridiques, que je pose toujours la même question. Vous avez été harcelé de telle période à telle période, mais avant ça, est-ce que quelqu'un d'autre était harcelé ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Et donc la question de toutes ces pathologies, la question du succès médiatique de la loi de modernisation sociale sur le harcèlement, que ce soit en France ou en Belgique, c'est la question du consentement. Pourquoi donnons-nous notre consentement à ces pratiques ? Il y aura quelque chose.